Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Approche. L'idéologie, c'est bien. Mais quand ceux qui en usent décident de faire absolument passer la posture avant la raison, on n'est plus dans la science des idées, mais dans le militantisme forcené qui fait disparaître le bon sens de son logiciel. C'est un peu le cas de Bertrand, alias Trambert, notre bougre du jour, qui, dans cette histoire, va faire le constat que même avec la meilleure volonté du monde, quand on oublie de réfléchir par soi-même parce qu'on est pris dans un délire de croyance en groupe, dans le meilleur des cas, on passe pour un dindon, celui de la farce en l'occurrence si on est naïf, et dans la pire des configurations, on devient un salaud, un laquais, un agent, un mec au service de. Et là, méfie du kidam lambda qui peut t'applaudir un jour et parader avec ta ganache sur un pic le lendemain. Bertrand, que ses amis amoureux de la nature surnomment Trambert, c'est du verlan. Sans doute pour faire plus cool et lui faire oublier qu'il a bientôt 50 berges. Parce qu'en fait, dans leur milieu social, là d'où ils viennent, géographiquement, personne n'a jamais parlé comme ça. Pas comme chez moi en tout cas, quoi. Trambert donc, disais-je, a décidé après une carrière en dents de scie de journaliste engagé, de finir de profiter de son héritage familial en déménageant des quartiers bourgeois de Paris pour s'installer dans une ancienne zone minière, entre plusieurs agglomérations construites autour de cette activité. Pour se rapprocher de la terre, dit-il, enfin surtout pour faire des balades à vélo plus loin que le long du canal Saint-Martin, et pour mener une existence plus paisible, loin de la grande ville. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. Dans cette région où les autochtones sont là depuis des générations entières et restent bien fiers de leur histoire et de leur origine, on a toujours pris ces gars-là pour des foufous qui changent rien au quotidien. Objectivement, ils ont la force de frappe d'un moucheron face au bloc que représente le passif des lieux et la mémoire des descendants. On sait qu'ils viennent de la capitale, qu'ils parlent pointu, qu'ils aiment se mettre en sandalettes, qu'ils n'aiment pas beaucoup les mines et après... C'est pas eux qui ont donné à manger aux ancêtres, ni mis le mortier entre les briques des baraques construites par les exploitants pour leur gueule noire. Alors ils pensent qu'ils veulent, on ne refait pas le passé, même quand il a de la poussière de quartz dans les poumons. Au cours d'une de ces balades d'exploration des terres alentours, à bicyclette comme le chantait Montand, Trambert décide d'aller voir dans la zone des mines, aujourd'hui toute fermée et dont l'exploitation a cessé depuis longtemps. C'est un peu dangereux et il convient de faire gaffe car toutes les installations sont restées dans leur jus et tout ce fatras ne date pas de la veille. Paraît même que certaines personnes un peu louches s'y sont installées à un moment. Mais c'est plus ou moins une légende urbaine qui est revenue aux oreilles de Trambert par les vieilles chouettes de son patelin. Parce que Trambert jacte avec tout le monde, en faisant croire à n'importe quelle personne qu'elle a de l'importance. Tu comprends? Il a le baratin un peu comme une seconde nature. Il installe son petit tissu politoche local au cas où il se présenterait un jour, qui sait. Faudrait pas rater une occasion d'expliquer aux gens ce qui est bon pour eux, comme s'ils ne le savaient pas. Toujours est-il que lui, Bertrand le Parisien en goguette, ne trouve aucune trace de vie quelconque dans les parages dans cet endroit impressionnant et assez glauque. Il a beau faire un sourire bienveillant à la vie en toutes circonstances, c'est le genre d'endroit qui porte un poids, qui assoit une ambiance particulière, car on sent qu'il s'est passé des choses importantes pour les hommes ici. On sent que les gars en ont chié, les gars et leurs chevaux d'ailleurs, dont certains n'ont jamais vu la lumière du jour, bêtes de somme qui ont trimé toute leur pauvre vie au fond du trou. Ça en fait du gros sur le paletot 100% concentré. Mais Trambert gambade en sifflotant et en feignant l'insouciance. Il pense que de beaux endroits typiques et pittoresques. Bref, on ne se refait pas. Un des accès à une mine est moins hermétiquement condamné que les autres, et ça attire son attention. Pas très courageux d'habitude, il ne résiste néanmoins pas à l'envie d'y pénétrer. Sa caution morale, c'est son genre de salade habituelle, c'est-à-dire « je suis un homme libre et j'ai le droit d'aller où je le souhaite sur cette planète qui appartient à tous ». Mais en vrai, c'est juste une sale curiosité qui l'anime. Il veut faire un tour dans la mine tout simplement. D'ailleurs, dans son petit sac à dos en lin bio, il y a une lampe de poche assez puissante. Il n'avait pas pris ça pour rien. Il se faufile donc entre les planches et le fin grillage de l'entrée béante qui ressemble à une gueule cassée, allume sa loupiote et progresse dans ce décor étonnant. Au bout de 10 minutes de marche, dans un couloir assez large au léger dénivelé négatif, s'ouvre un chemin de rail qui descend tout profond.
Trambert s'y engage sans retenue jusqu'à une drôle de cavité, plus large et aux parois creusées différemment du reste. Un autre style de relief, moins œuvré figurément. Et c'est à cet instant qu'un détail étonnant retient son attention, attire son regard. Il ne le sait pas encore, mais ce qu'il vient d'apercevoir changera durablement sa vie et va foutre une merde pas possible dans celle des autres. Mais ça, j'y reviens plus tard. Quelques mois ont passé et Bertrand, l'écolo bobo, est bien installé en ville. Bien qu'il n'ait pas besoin de bosser pour vivre, il ne veut pas passer pour un oisif. Et son activité principale consiste à faire les marchés et à vendre de petits bijoux faits main. Son micro-business s'appelle « De la nature pour les gens ». On est d'accord, c'est nul, mais ça colle à son délire. Et mine de rien, il fabrique des machins pas trop dégueux. Il a le truc, c'est soigné et son lien social a bien pris. Alors en cette période de fête, c'est bientôt Noël, les gens achètent et veulent s'offrir des cadeaux. Les objets manufacturés de Trambert tombent à pic pour faire plaisir aux uns et aux autres, ainsi que pour décorer sapins et cheminées. De quoi, en famille, réchauffer un peu les cœurs dans le cocon des chaumières, alors que dehors, le froid règne tel un souverain peu magnanime. Le succès est au rendez-vous, les ventes sont bonnes. Les gens du coin semblent raffoler des pierres rouges qui ornent chaque pièce d'artisanat fait par Trambert. C'est 100% naturel, assure-t-il fièrement à chaque bijou qui quitte son étalage en trouvant preneur. Et quand on le questionne sur la nature de ces pierres, il répond avec un sourire un peu couillon « Oh, c'est pas des rubis, ma bonne dame, c'est sûr, mais vous faites un bon achat, c'est la terre-mère qui me les fournit, ces beaux minéraux, ça s'appelle du cinabre. » En effet, le cinabre, c'est un minerai rouge qui fait bel effet s'il est bien travaillé, comme c'est le cas présentement. Le seul problème, c'est que ce con de Bertrand dit que c'en est, mais il n'en sait rien lui-même. Noël arrive et notre zigoto a vendu énormément de pièces de sa confection. Il sait que Noël va représenter pour lui le gros de son business. Il sait qu'il va réaliser un sacré chiffre d'affaires pour son petit niveau et que sa situation va évoluer par rapport à ça. Il se voit acheter une boutique permanente en ville, avoir quelques employés, faire vivre sa petite affaire, comme quoi on a beau vouloir prôner à qui veut bien entendre les notions de partage éternel sans cadre ni limite, lorsqu'on ramène tout ça à son échelle, c'est pas si ignoble de devenir un petit patron responsable. Hein, Trambert ? Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un suppôt de Satan capitaliste qui exploitera les petites mains qui bossent pour toi sans vergogne, pas vrai ? Mais on n'en est pas encore là. Cela dit, Bertrand charbonne dur. Et on peut utiliser cette expression parce que, pour préparer Noël, il va à la mine presque tous les jours. Et oui, je vous ai dit qu'il a vu là-bas, au fond du trou, quelque chose d'intéressant de son point de vue. Et il s'agit de ces fameuses pierres, le fameux cinabre qu'il extrait tout seul avec ses petites mimines dans cette curieuse poche rocheuse en profondeur qui n'a pas l'aspect du reste de la mine. C'est son filon. Avec son marteau, il frappe les parois et récolte sans difficulté des fragments de ce minerai rouge. Parfois clair, parfois plus sombre, ce truc qu'il a désigné comme du cinabre après un rapide tour sur Internet, mais sans réelle certitude. Disons que ça l'arrange bien comme ça. Il ne se pose pas trop de questions et c'est marre. Pour lui, c'est un don de la terre, blablabla, c'est naturel, blibli, et surtout c'est gratuit. Et il se fait donc un bon pognon avec une matière première qu'il ne paie pas. Et en toute logique, il reste très discret sur cet aspect de son commerce, car les mines étant interdites d'accès, tout ça n'est peut-être pas très légal. Mais sa force d'auto-persuasion idéologique s'arrange de ce genre de considération. Et dans sa tête, il décide de voir les choses ainsi. Le grand capital ne doit jamais savoir qu'il y a encore quelque chose à exploiter dans ces lieux, sinon les salauds de patrons seraient bien capables de relancer l'activité minière et de soumettre les hommes à leur volonté de domination dans des conditions de travail indignes. Emballer, c'est peser. Fastoche. Pareil pour son anticléricalisme viscéral. Il a mis ça de côté quand le padré local est venu le voir pour acheter de quoi orner les sapins devant l'église, sur la Grand Place. Il a commandé à Trambert pas moins de 25 grosses pièces avec des belles pierres rouges pour que les arbres aient l'air plus nobles et festifs. Et l'homme de Dieu sera fourni, no problemo. De fil en aiguille, le 25 décembre est là. Et pour beaucoup d'habitants du coin, cette nuit va être un cauchemar éveillé. Dans toute la ville, plus minuit approche, plus on entend des cris, plus on voit des gens qui sortent en catastrophe de chez eux, apeurés. Les enfants tremblent de tous leurs membres, certaines familles prennent leurs voitures et des couvertures pour fuir carrément. Et pendant la grand-messe, c'est toute l'église qui se vide sur la place. Beaucoup se signent, d'autres prient dans le froid, en pleine rue,
Et le curé tente de rassurer ses ouailles, mais intérieurement, il est bouleversé et furieux. Il aura bien du mal à expliquer que ce qu'ils sont en train de vivre est une manifestation christique et un miracle, alors qu'au fond, tout le monde est terrifié face à ce qui ressemble plus à une malédiction. Dans les foyers, dans de nombreuses maisons, certains des cadeaux bien emballés sous forme de petits paquets se sont mis à saigner, à dégouliner de sang épais et visqueux, à l'instar des sapins sur la Grand Place qui ont lâché de longs filets gluants d'hémoglobine sur le trottoir. Quel est donc ce phénomène? Quelles sont les convergences entre ces manifestations qui pourraient nous mener vers leur origine? Et tu l'as certainement compris comme moi, ce sont les bijoux de Trambert qui sont en cause. Les locaux, pas fous, tous ces gens qui ont acheté ces objets, et le curé en tête, s'improvisant presque exorciste pour l'occasion, se massent rapidement devant chez lui, foudrage et effrayé en même temps. Sentiments mêlés dangereux qui les motivent à en découdre avec Bertrand s'il reste muet devant leurs questions qui n'en sont pas, mais plutôt des invectives, avec au fond la volonté de foutre cette pièce rapportée hors leur mur. L'agent du malheur, cet oiseau de mauvais augure, lui et son infâme secret qui gâche la fête, salit la célébration de la naissance du Messie et fait couler le sang du malheur en ce jour de liesse. Face à la foule qu'il pousse à partir, Trambert, comme un chien mouillé, ne cherche même pas à discuter. Les pierres brisent les carreaux de ses fenêtres et il sait que bientôt, il sera lynché en place publique s'il ne se carapate pas rapidos, car ici, on ne négocie pas et on ne touche pas aux traditions. Il chevauche alors son biclard et part se perdre loin du bourg, dans la forêt. S'il ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il comprend néanmoins pourquoi il est pointé du doigt. Il n'est pas si bête au fond, et il se pétrit de fausses explications pour survivre à sa propre éthique. Ses bijoux, sa mine, son minerai, son business et son fameux cinabre. Moi, je vais te dire de quoi il s'agit. Avec ses gros sabots, sans se renseigner sur l'endroit où il a jeté son dévolu, Bertrand a pénétré dans la mine, qui est de plus sinistre mémoire dans cette région. De triste mémoire, car évoquant un dramatique souvenir pour les familles du secteur. Cette caverne a été le théâtre d'un des plus meurtriers coups de grisou dans l'histoire locale. Emportant des dizaines de mineurs, en collant au plafond et aux parois les 1000 morceaux de leur corps déchiquetés sous l'effet de l'explosion. Les responsables de la mine l'ont condamné sur le champ, sachant qu'il était inutile d'essayer de récupérer ce qui restait des corps et préférant dédommager les familles rapidement pour ne pas mettre l'accent sur les problèmes liés à la sécurité des travailleurs dans ce milieu ultra dangereux. Les conditions physiques très particulières du lieu ont fait se minéraliser les restes des mineurs éparpillés partout sur les murs, leurs organes, leur chair, au cours de longues années de transformation chimique. Et c'est ça que Trambert allait gratter tous les jours, pensant avoir trouvé un bon plan pas cher. Sans s'en rendre compte, coup de faucille après coup de marteau, il a rouvert la plaie douloureuse dans la mémoire des familles en faisant couler le sang des mauvais souvenirs chez eux. Quand ces bijoux ont fondu, les pierres ont repris forme liquide sous l'effet de la chaleur des cheminées, dans les intérieurs protégés et sous les bras zéros de la Grand Place où trônaient les sapins en cette période hivernale rude. Au final, on peut tout croire sans jamais rien penser, et penser à tout sans jamais y croire. Mais confronté au réel, présent ou passé, on se doit de faire face. Mine de rien, on n'a pas le choix.